Theodosia Severn ne croyait pas au toast. Un toast était une chose fragile, une bulle de sentiment que la pointe acérée de la réalité pouvait facilement percer. Sa tante, Lady Arabella Beaumont, en proposait un en ce moment même. Sa voix était une cascade de condescendance mielleuse. « À ma chère Felicity », déclara-t-elle. Elle leva son verre pour que la lumière des bougies se brise à travers le cristal coûteux. Puisse sa saison être aussi brillante et belle qu'elle l'est. Les invités rassemblés murmurèrent leur approbation. Felicity, tout en boucles blondes et en satin rougissant, se tenait près de sa mère. Theodosia, assise au bout de la table, comme à son habitude, ne leva pas son verre. Son travail n'était pas de célébrer. Son travail était d'observer, de noter quel invité mangeait le moins, quelle fourchette tombait, quelle mèche de bougie avait besoin d'être coupée. Son véritable rôle était consigné dans un registre. Ce registre était enfermé à clé dans sa petite chambre froide, à l'étage. Il détaillait comment Lady Beaumont transformait un revenu dérisoire en cette illusion de prospérité. C'est alors que cela se produisit. Un laquais, jeune et nerveux, trébucha en remplissant une coupe d'eau. L'aiguière en argent bascula. Un arc d'eau silencieux et terrifiant s'écrasa directement au centre de l'ancienne nappe en dentelle. Un héritage des Beaumont. Un hoquet collectif parcourut la pièce. Le visage de Lady Beaumont, un instant auparavant tout sourire, se durcit en un masque de fureur glaciale. Ses yeux ne se tournèrent pas vers le laquais. Ils se tournèrent, comme toujours, vers Theodosia. « La dentelle, » dit sa tante, d'une voix dangereusement calme. « Elle sera ruinée. » Ce n'était pas un constat, c'était une accusation. Theodosia avait passé 3 semaines à raccommoder cette même section de dentelle. Ses doigts étaient endoloris. Ses yeux s'épuisaient dans la faible lumière de sa chambre, pour reproduire des points faits 2 siècles auparavant. Elle avait prévenu sa tante. Elle lui avait dit que les fils étaient trop fragiles pour un dîner aussi animé. Son avertissement avait été rejeté comme du pessimisme. Theodosia se leva de sa chaise. Elle ne regarda ni sa tante, ni le laquais tremblant. Elle se dirigea simplement vers le lieu du désastre. Sa robe grise usée contrastait fortement avec les soies et les velours qui l'entouraient. Avec des mouvements calmes et délibérés, elle rassembla les plus fines serviettes en lin. Elle commença à éponger la tâche. Son contact était infiniment doux, extrayant l'eau des fils délicats. Elle travaillait dans un petit cercle de silence. Le bavardage de la fête s'était figé autour d'elle. Elle était un fantôme au festin de sa propre famille, visible seulement quand quelque chose était cassé. De l'autre côté de la table, un homme l'observait. Gideon Lockhart. Il était le prix de la saison, un homme d'une immense richesse. Il portait un titre si ancien qu'il n'avait plus besoin d'être redoré. C'était aussi un homme taillé dans le granit. Son visage était une étude de contrôle impassible. Ses yeux avaient le regard plat et distant de quelqu'un qui avait trop vu la guerre et la perte. Il était veuf depuis 3 ans. La société avait décidé qu'il était temps pour lui de se remarier. Lady Beaumont avait décidé que ce serait avec Felicity. Gideon avait prononcé moins de 20 mots de toute la soirée. Chacun était une pierre simple et brute, jetée dans le flot incessant de la conversation. Il n'avait pas regardé les jolis sourires de Felicity, ni ses rougissements étudiés. Mais il regardait maintenant. Il regardait les mains de Theodosia. Il voyait la précision, l'absence de panique. Cette compétence tranquille était un langage qu'il comprenait bien mieux que la séduction. Il voyait une femme qui résolvait un problème, pas une qui créait un drame. Plus tard, après le départ des invités, l'illusion de grandeur fut rangée pour la nuit. C'est alors que l'orage éclata. « Vous m'avez embarrassé », siffla Lady Beaumont, acculant Theodosia dans le couloir. La dentelle inestimable était soigneusement drapée sur un séchoir, sous la seule surveillance de Theodosia. Vous vous êtes donné en spectacle, comme si vous étiez une simple domestique. La dentelle se serait déchirée si on l'avait laissée tremper, dit Theodosia, la voix égale. C'était un fait, rien de plus. Ne me parlez pas sur ce ton, mademoiselle. Vous vivez sous mon toit. Vous mangez mon pain. Vous me devez de la gratitude. La voix de Lady Beaumont était un fouet. Vous et votre misérable petit héritage, enfermés là où il ne sert à personne. Un rappel constant de la bêtise de ma sœur, qui s'est mariée en dessous de sa condition. Theodosia ne dit rien. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes ne changeaient rien. Le silence était un bouclier, et elle le tenait fermement. Elle pensa à la petite boîte fermée à clé dans le bureau de sa tante.
Elle contenait les papiers de l'héritage modeste laissé par ses parents. Un héritage qu'elle ne pourrait réclamer qu'à son 25e anniversaire ou à son mariage, selon la première éventualité. Theodosia avait 24 ans. Sa tante avait été très claire. Aucun parti convenable ne serait jamais trouvé pour une pupille ordinaire et sans le sou. Le pain qu'elle mangeait n'était pas un cadeau. C'était le prix de sa servitude. Depuis l'ombre de l'arche du salon, Gideon Lockhart observait l'échange. Il avait oublié ses gants. Il était revenu pour trouver non pas une scène de confort domestique, mais ce dépouillement silencieux et brutal de la dignité. Il entendit le venin dans la voix de Lady Beaumont. Il vit l'immobilité fière de la jeune femme en gris. Il avait vu des généraux tenir avec moins de courage sous le feu. Il s'avança, sa présence réduisant instantanément son hôtesse au silence. « Lady Beaumont, dit-il, la voix dénuée de chaleur, je crois que vous avez quelque chose à moi. » Il fit un vague geste en direction du salon. Lady Beaumont, troublée, se précipita pour trouver ses gants. Le regard de Gideon se posa sur Theodosia. Ses yeux, qui avaient été si distants, étaient maintenant vifs et analytiques. Il la regarda vraiment. Pour la première fois, il vit les légères ombres de fatigue sous ses yeux. Il vit l'intelligence dans leur profondeur claire. Il vit les mains qui étaient stables et capables. « Qui vous a fait ça ?» demanda-t-il. Ce n'était pas une question de pitié. C'était une question de fait, une demande d'information. Theodosia fut surprise par cette franchise. Personne ne lui demandait jamais rien. On lui donnait des ordres. « Je suis sa pupille », répondit-elle, les mots simples et sans fioriture. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé », dit-il, la voix basse et insistante. Il parlait des blessures invisibles, des années de dénigrement silencieux. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Lady Beaumont revint, gazouillant des excuses. Gideon prit ses gants, ses yeux ne quittant jamais le visage de Theodosia. Il fit une révérence raide et formelle. Mais alors qu'il se tournait pour partir, il dit une dernière chose, adressée en l'air, mais destinée à elle seule. La compétence ne devrait pas être punie. Les mots restèrent suspendus dans le couloir, longtemps après son départ. Ce n'était pas un compliment. C'était une déclaration de principe. Et pour Theodosia Severn, qui avait vécu sa vie dans une monnaie d'endurance silencieuse, cela ressemblait à la première pièce honnête qu'on lui avait donnée en une décennie. Elle resta très immobile. L'odeur de la dentelle humide et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit la lueur dangereuse et inconnue de l'espoir. C'était une chose fragile, elle le savait, facilement percée. Mais pour ce soir, elle la laisserait être. 2 jours plus tard, une lettre scellée arriva, livrée par le valet personnel de M. Lockhart. Elle n'était pas adressée à Lady Beaumont, mais à Mademoiselle Theodosia Severn. L'acte lui-même était une rébellion. Lady Beaumont, les lèvres pincées de mécontentement, fut forcée de la lui remettre. Ses doigts semblaient se brûler au contact du lourd papier de couleur crème. Theodosia l'emporta dans l'intimité de sa chambre. Un espace si petit et si peu meublé, qu'il ressemblait plus à une cellule qu'à un sanctuaire. Elle brisa le seau de cire, son cœur battant un rythme étrange et irrégulier contre ses côtes. La lettre était aussi sobre et directe que l'homme qui l'avait écrite. Elle ne contenait aucune politesse, aucun préambule. C'était une proposition, mais pas du genre que sa tante cherchait si désespérément pour Felicity. « Mademoiselle Severn, commençait-elle, je suis le propriétaire d'un domaine nommé Withercombe, dans le comté de Marley. Il m'a été légué par un lointain cousin, un homme que je n'aimais ni ne respectais. Le domaine est une ruine. Il n'a pas généré de profit depuis 15 ans. La maison s'effondre. Les champs sont en jachère et les tenanciers partent. Ma famille le considère comme une cause perdue, un gaspillage de ressources qu'il vaut mieux oublier. J'ai observé en vous une qualité de diligence méthodique. Vous ne paniquez pas, vous évaluez et vous agissez. Je me trouve en possession d'un problème que je n'ai aucune envie de résoudre, et vous vous trouvez dans une situation qui est intenable. Par conséquent, je fais cette offre. Je vous céderai l'acte de propriété de Withercombe. Il sera entièrement à vous. Je fournirai une allocation de 200 livres pour les frais de fonctionnement d'une année. Votre tâche est de rendre le domaine solvable. Si à la fin d'une année les registres montrent un profit, même minime, le domaine et tous les profits ultérieurs sont à vous sans condition. S'il reste un passif, vous me rendrez l'acte de propriété et l'arrangement sera terminé. Vous ne me devrez rien, mais vous devrez partir. Ce n'est pas un acte de charité.
C'est une transaction, un pari. Je mise une propriété dont je me moque sur une qualité que j'estime. Votre tante s'y opposera. Ce n'est pas mon problème. Une voiture attendra au carrefour, au-delà du village, à l'aube, vendredi, si vous choisissez d'accepter. N'envoyez aucune réponse. Votre présence sera votre réponse. Gideon Lockhart. Theodosia lut la lettre 3 fois. Ses mains étaient parfaitement stables. C'était une offre impossible, une folie. Donner un domaine entier, même en ruine, était l'acte d'un roi ou d'un fou. Et Gideon Lockhart n'était pas un fou. Elle comprenait ce qu'il faisait. Il ne la sauvait pas. Il lui présentait une équation. Il avait identifié un problème, Withercombe, et une solution potentielle, elle. Il prenait du recul pour observer le résultat. C'était froid, c'était clinique, et c'était le geste de respect le plus profond qu'on lui ait jamais montré. Il ne lui offrait pas une jolie cage, mais un champ en friche, et la chance de le cultiver elle-même. La réaction de sa tante fut tout ce que Gideon avait prédit. Quand Theodosia annonça son intention de partir, non pas pour un poste de gouvernante, mais comme maîtresse d'un domaine, Lady Beaumont entra dans une rage terrifiante par son intensité. « Il se moque de vous! Il se moque de nous tous !» hurla-t-elle, le visage marbré de fureur. « Il vous envoie dans une ruine pour que vous échouiez, pour vous ridiculiser. Et vous, fille ingrate, vous accepteriez cette humiliation? C'est une chance, dit doucement Theodosia. C'est une insulte. Il en a assez de vous avoir sous les yeux. Une petite souris terne qui encombre ma maison où il souhaite courtiser votre cousine. Il paie pour vous faire disparaître. » La pique atteignit sa cible, comme prévu. Était-ce cela? Une manœuvre froide et calculée pour se débarrasser d'un meuble gênant. Theodosia regarda le visage de sa tante, tordu par l'envie et la méchanceté. Et elle sut que les motifs de Gideon Lockhart importaient peu. Que ce soit un test, une insulte ou une véritable opportunité n'avait aucune importance. C'était une porte. Et de l'autre côté, se trouvait un monde qui n'était pas cette chambre, pas cette maison, pas cette vie de servitude silencieuse et ingrate. Elle passa les 2 jours suivants à faire ses bagages. C'était une tâche simple. Elle possédait 3 robes, 2 paires de chaussures, une petite collection de livres et sa précieuse trousse de couture. Ses aiguilles et ses fils étaient organisés avec une précision amoureuse. Au fond de sa malle, elle plaça le registre qu'elle avait tenu pour la maison de sa tante. Non par méchanceté, mais par habitude. C'était un enregistrement du travail accompli, de la valeur créée. C'était d'une certaine manière la seule preuve qu'elle avait de son existence. Le jeudi soir, alors que la maison dormait, elle descendit à pas de loup. Elle n'alla pas aux cuisines pour de la nourriture, ni en salon pour regarder une dernière fois la cage dorée qu'elle quittait. Elle alla dans le bureau de sa tante. Avec une épingle à cheveux, elle crocheta la serrure simple du tiroir du bureau. Cela lui prit moins de 10 secondes. Elle retira la petite boîte verrouillée contenant les papiers de son héritage. Elle ne prit rien d'autre. Ce n'était pas un vol. C'était une réclamation. Alors que l'aube se levait le vendredi, une fine lumière grise filtrant à travers la brume, Theodosia Severn sortit de la maison de sa tante pour la dernière fois. Elle porta sa propre malle jusqu'au carrefour. La voiture était là, exactement comme il l'avait promis. Le cocher, un homme au visage sinistre qui ne parlait pas, chargea simplement sa malle et ouvrit la portière. Alors que la voiture s'éloignait, Theodosia ne regarda pas en arrière. Elle regarda devant elle, sur la route boueuse, vers un endroit appelé Withercombe. Vers la ruine, vers une chance. Elle ne savait pas si elle réussirait. Elle ne savait pas si elle reverrait Gideon Lockhart. Mais alors que les roues de la voiture tournaient, elle ressentit une sensation profonde et inconnue. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de l'excitation. C'était le sentiment calme et solide de ses propres pieds, se posant enfin sur un sol qu'elle pourrait un jour appeler le sien. Le voyage jusqu'à Marley dura près de 2 jours. Le paysage changea. Les champs bien entretenus et les douces collines du sud firent place à un terrain plus rude et plus sauvage. Des landes balayées par le vent et des affleurements de granit austère. Withercombe n'était pas niché dans une vallée. Il s'accrochait à une colline, exposé au vent et à l'air marin. La première vue du domaine coupa le souffle de Theodosia. Le mot ruine était trop doux. C'était un squelette. Le blason des Lockhart sur le portail principal était si rouillé qu'il était presque illisible. Une des charnières grinçait, se détachant de son pilier de pierre. L'allée était une rivière de boue et de mauvaises herbes, et la maison,
La maison elle-même semblait être en deuil. La pierre grise, tachée d'humidité, regardait à travers des fenêtres vides. Certaines étaient barricadées, d'autres brisées. Une partie du toit de l'aile ouest s'était entièrement effondrée, laissant une blessure béante ouverte sur le ciel. C'était un monument à la négligence. Le cocher déposa sa malle sur les marches envahies par les mauvaises herbes et partit sans un mot. Le silence qui s'installa était absolu. Il n'était rompu que par le cri d'une mouette lointaine et le soupir du vent dans les branches squelettiques des arbres. Pendant un seul instant terrifiant, Théodosia sentit le poids des mots de sa tante. « Il vous envoie dans une ruine pour que vous échouiez. » Elle chassa cette pensée. La panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle monta les marches, sa main hésitant sur la grande porte en chêne. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit en grinçant. Une femme se tenait là, aussi usée et inflexible que la maison elle-même. Elle était grande et nerveuse, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère. Son visage était une carte routière de désapprobation. Elle tenait une lourde clé en fer dans une main. « Vous devez être celle qui l'a envoyée, » dit la femme. Ce n'était pas une question. Sa voix était rauque, comme des pierres qui s'entrechoquent. « Je suis Theodosia Severn, » répondit-elle. « Je suis Hannah, » déclara la femme, sans donner son nom de famille. « Gouvernante, ce qu'il en reste. » Elle toisa Théodosia de haut en bas. Son regard s'attarda sur sa robe simple et ses bottes usées. Il n'y avait aucune bienvenue dans ses yeux, seulement un scepticisme profond et las. « J'ai entendu dire que vous veniez. Je n'y croyais pas. Personne n'est venu à Withercombe depuis 20 ans. Pas pour y rester. » Hannah la fit entrer. L'air était épais, chargé d'une odeur de poussière, d'humidité et de décomposition. Les meubles étaient recouverts de draps blancs, comme une cité de fantômes. Le froid était une présence physique. Il montait des dalles de pierre du sol et rayonnait des murs de pierre. « Il y a 2 pièces que nous gardons habitables, » dit Hannah, sa visite d'une efficacité brutale. « La cuisine et ma chambre juste à côté. Vous pouvez prendre l'ancien bureau du maître. » Les toits ne fuient pas encore là-dedans. Le bureau était une pièce sombre aux murs lambrissés. Il était dominé par une vaste cheminée vide et des étagères de livres en décomposition. Un petit lit de camp avait été placé dans un coin. Ce serait sa chambre, son bureau et son salon, tout en un. « La location est arrivée, » ajouta Hannah, désignant un petit sac de pièces sur le manteau de la cheminée. « 200 livres ne suffiront pas pour l'hiver, pas si vous comptez réparer ce toit. » Elle le dit avec une sorte de satisfaction sinistre, comme si elle mettait Théodosia au défi de lui prouver le contraire. Théodosia ne releva pas le défi. Au lieu de cela, elle posa une question simple. « Où sont les registres du domaine ?» L'expression d'Hannah changea. Une lueur de surprise traversa ses traits sévères. « Les registres ? La plupart sont dans le bureau du domaine, dans l'aile ouest. Sous le trou dans le toit. Probablement de la bouillie maintenant. « Montrez-moi, » dit Théodosia. La semaine suivante, Théodosia n'essaya pas de réparer le toit, d'embaucher des ouvriers ou de planter un jardin. Elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle rassembla des informations. Avec l'aide réticente d'Hannah, elle sauva les registres survivants. Ils étaient humides, moisis, et couverts de l'écriture arachnéenne et pessimiste du dernier intendant de Withercombe. Mais ils constituaient un dossier. Théodosia passait ses journées à la grande table en chêne du bureau. Une seule bougie repoussait l'obscurité. Elle séchait les pages, ses talents de couturière réutilisés pour réparer le papier fragile. Elle recopiait les chiffres dans le nouveau registre propre que Gideon lui avait envoyé. Elle apprit l'histoire de Withercombe, non pas en histoire, mais en chiffres. Elle vit le déclin, lent et régulier, les rendements décroissants des champs d'orge, le coût croissant des réparations, les tenanciers qui partaient un par un, leurs dettes enregistrées, mais jamais recouvrées. Hannah l'observait, son silence un lourd manteau de jugement. Elle apportait à Théodosia une assiette de pain et de fromage, une tasse de thé léger. Elle se tenait près de la porte, regardant la jeune femme travailler. Elle avait vu des propriétaires aller et venir, ou plutôt ne pas venir du tout. Elle s'attendait à des héritiers, des ordres, des plans insensés. Elle ne s'attendait pas à cette dévotion silencieuse et monastique à l'encre et au papier. Un soir, après une semaine de cette observation silencieuse, Hannah parla. « Que cherchez-vous dans tous ces gribouillis ?»« Un schéma, » répondit Théodosia, sans lever les yeux. « Chaque échec a une logique. Je cherche celle de Withercombe. » Elle la trouva non pas dans les grands chiffres, mais dans les marges. Une note d'un intendant, 30 ans plus tôt,
mentionnait une variété de pommes, la Withercombe Russet. Elle était unique à leur verger, prisée pour sa conservation et son utilisation dans le cidre. Le verger n'était plus qu'un enchevêtrement de bois mort. Une autre note parlait d'un filon d'argile de haute qualité dans le pâturage nord. Il était autrefois utilisé pour fabriquer des briques durables pour les cottages des tenanciers. Le pâturage était maintenant un marécage, la carrière d'argile inondée. Elle croisa les noms des tenanciers avec de vieilles cartes. Elle réalisa que les terres les plus fertiles du domaine, celles près de la rivière, avaient été vendues une génération plus tôt, pour payer des dettes de jeu. Withercombe se retrouvait avec les sols les plus rocheux et les plus difficiles. Le domaine n'était pas en faillite. Il avait été démembré. Theodosia ferma le dernier registre. Elle savait maintenant. Le problème n'était pas le sol ou le toit. Le problème était un manque d'attention. Personne n'avait regardé Withercombe depuis des décennies. On avait seulement regardé les factures qu'il produisait. Le lendemain matin, elle n'alla pas au bureau. Elle mit ses bottes les plus solides, prit une paire de cisailles dans la remise à outils rouillée et se dirigea vers le verger oublié. Elle commença à tailler le bois mort. C'était un travail lent et ardu. Ses mains, habituées aux aiguilles fines, furent bientôt égratignées et couvertes d'ampoules. Hannah la trouva là à midi. Elle se tenait dans un fourré d'épines, le visage maculé de terre. Elle dégageait méthodiquement les branches d'un seul pommier noueux. « Vous allez vous tuer avec ça », dit Hannah d'un ton bourru. « Celui-ci est encore en vie », dit Theodosia, montrant un minuscule bourgeon vert sur une branche haute. « Il a juste besoin de lumière. » Hannah fixa le bourgeon, puis Theodosia. Elle ne dit rien, mais une demi-heure plus tard, elle revint. Dans ses mains, elle portait une pierre à aiguiser et une petite fiole d'huile. Sans un mot, elle prit les cisailles de Theodosia, s'assit sur une bûche tombée et commença à les affûter. Le grattement rythmé de la pierre sur l'acier. C'était le premier son productif que le verger avait entendu depuis une génération. Ce n'était pas une offre d'amitié, c'était une offre d'alliance. Le premier domino de la loyauté était tombé. Withercombe n'était plus une femme seule contre une ruine. Elles étaient deux. Les saisons passèrent. L'automne laissa place à un hiver rude et humide. L'hiver céda à contre-cœur à un printemps pâle et timide. Withercombe changeait. Les changements n'étaient pas spectaculaires, mais petits, progressifs et solides. Theodosia, utilisant ses 200 livres avec une précision chirurgicale, n'avait pas réparé le trou béant dans l'aile ouest. Au lieu de cela, elle avait payé un homme du coin, un fermier taciturne nommé Jem, pour réparer le toit qui fuyait au-dessus des cuisines et du hall principal. Elle avait utilisé l'argile récupérée du pâturage nord, maintenant drainée, pour faire des briques. Pas pour les vendre, mais pour réparer la cheminée du seul fermier restant, un homme nommé Obadiah. Sa famille vivait sur les terres de Withercombe depuis 200 ans. En retour, Obadiah, qui était sur le point de partir, accepta de rester. Il accepta de travailler une petite parcelle de la prairie riveraine qu'elle avait réussi à relouer avec un contrat soigneusement rédigé. La maison elle-même se mit à respirer à nouveau. Des feux furent allumés, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans le grand hall. La maigre chaleur tenait l'humidité à distance. L'odeur de la pâtisserie d'Anna se mêlait maintenant aux odeurs de cire d'abeilles et d'herbes séchées. Theodosia avait découvert un bosquet de romarin et de lavande sauvage. Leur parfum imprégnait désormais les armoires à linge. La cité fantôme s'éveillait. Gideon Lockhart vint 4 fois cette année-là. Ses visites n'étaient pas annoncées. Il apparaissait simplement à cheval, sa silhouette puissante se découpant sur le ciel gris. Il ne venait jamais à la maison. Il trouvait Theodosia là où elle travaillait, dans le verger, supervisant le nettoyage d'un fossé, ou penché sur des cartes dans le bureau venteux du domaine. Leur conversation était aussi austère que le paysage. « Le toit » demandait-il. « Les sections essentielles sont étanches » répondait-elle. « L'aile ouest reste ouverte. Les dégâts y sont structurels. Les tenanciers. Obadiah reste. Sa récolte a été modeste, mais c'était une récolte. J'ai reloué 10 acres des anciennes terres de la rivière. Le sol est bon. Les registres. L'allocation est dépensée. Nous fonctionnons grâce à la vente de cidre des 4 pommiers productifs et à un petit contrat de briques avec le village de Marley. Le profit est de 11 livres. Il hochait la tête. Son regard balayait les preuves visibles de son travail. Les piles bien rangées de nouvelles briques. Les branches taillées et liées des pommiers. L'eau claire qui coulait maintenant dans un fossé autrefois bouché. Il regardait ses mains.
Ce n'étaient plus les mains pâles d'une raccommodeuse de salon, mais des mains gercées, fortes et capables. Il ne la complimentait jamais. Les compliments étaient un sentiment, et il ne traitait que des faits. Mais sa présence était une forme de reconnaissance. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de plus dur et de plus respectueux. C'était un témoignage. Lors de sa 3e visite, il n'apporta pas une question, mais un paquet. Il contenait une enclume neuve et un jeu d'outils de forgeron. L'ancienne forge est saine, déclara-t-il. Les soufflets ont besoin d'être réparés. De bons outils sont un investissement, pas une dépense. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un geste de partenariat. Theodosia sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. Un sentiment si inhabituel qu'elle ne put le nommer immédiatement. Pendant ce temps, les nouvelles de la lente renaissance de Withercombe parvenaient au cercle de sa tante. Elles furent accueillies, non pas avec plaisir, mais avec une incrédulité vive et pleine de ressentiment. Lady Beaumont avait prédit un échec rapide et humiliant. Le succès tranquille et obstiné de Theodosia était un affront personnel. Felicity, n'ayant pas réussi à capter l'intérêt de Gideon Lockhart, était maintenant dirigée vers une nouvelle cible. Un gentleman beau et charmant, nommé Percival Devo. Un homme avec un beau pedigree et, disait-on, un peu moins de fortune qu'il ne le prétendait. Devo, dont l'ambition principale était de se marier dans la sphère d'influence des Lockhart, voyait la relation étrange de Theodosia avec Gideon comme un obstacle majeur. Une femme célibataire vivant seule sur des terres offertes par un riche célibataire était un sujet de commérage juteux. Lui et Lady Beaumont trouvèrent une cause commune. Leurs chuchotements commencèrent dans les salons de la noblesse de Marley. Kay Mademoiselle Severn n'était pas l'intendante du domaine, mais la maîtresse de M. Lockhart. Que les profits de Withercombe n'étaient que des fonds qu'il lui versait pour maintenir leur arrangement illicite. Les commérages étaient un nuage de poison dérivant vers Withercombe. La noblesse locale, qui avait commencé à saluer Theodosia au village, détournait maintenant le regard. La femme du vicaire, qui avait acheté une 12aine de sachets de lavande, annula soudainement sa commande. C'est ainsi que les comtés se retournent contre les leurs, tranquillement, par degrés. Theodosia sentit le froid, mais elle l'ignora. Les commérages ne pouvaient pas défaire la taille d'un verger ou la cuisson d'une brique. Son travail était réel. Leurs mots n'étaient que du vent. Mais ses antagonistes ne se contentaient pas de vent. Ils avaient besoin de quelque chose de solide. Percival Devo, un homme qui comprenait le pouvoir destructeur des mots écrits, conçut une attaque plus directe. Il était un imitateur talentueux, un talent qu'il avait auparavant utilisé pour des tours de société amusants. Maintenant, il allait l'utiliser à des fins plus sinistres. Un après-midi d'automne frais, alors que Theodosia comptabilisait les derniers comptes de l'année dans le registre, un profit modeste mais certain de 37 livres, Gideon Lockhart arriva. Cette fois, il vint à la porte d'entrée. Hannah le fit entrer dans le grand hall, où un feu brûlait maintenant vivement. Mais le froid qu'il apportait avec lui n'avait rien à voir avec le temps. Son visage était un masque de fer. Il ne perdit pas de temps en salutations. Il tendit un morceau de papier plié. « On m'a donné ceci, dit-il, sa voix plate et dénuée de toute émotion. Expliquez-vous. » Theodosia prit la lettre. Elle était écrite sur du papier bon marché, et l'écriture était une imitation passable de son propre style formel. « Mon très cher, lisait-on, le poisson est presque ferré. Le vieil imbécile de Lockhart ne se doute de rien. Il me voit comme une sorte de saint en gris, peinant dans sa ruine. Il continue d'envoyer de l'argent et des fournitures. Encore une saison, et j'aurai assez économisé. Nous pourrons vendre le bois de la forêt, prendre ce que nous avons, et partir pour l'Amérique, avant même qu'il ne s'en rende compte. Withercombe est une prison, mais ce sera bientôt la clé de notre liberté. Sois patient. Tati. Theodosia la lut une fois, puis elle l'a relue. La cruauté de la chose était à couper le souffle. C'était une arme parfaite, conçue pour frapper Gideon à son point le plus vulnérable. Son aversion profonde pour la tromperie et la sentimentalité. Cela la dépeignait comme la chose même qu'il méprisait. Elle leva les yeux vers lui. Son visage était illisible, mais elle pouvait sentir le poids immense et glacial de son doute. C'était le test. Non pas du sol ou des registres, mais de cette chose fragile et tacite qui avait grandi entre eux. Elle ne pleura pas. Elle avait appris il y a longtemps que les larmes ne changeaient rien. Elle ne se lança pas dans un démenti frénétique. La panique était un aveu de culpabilité.
Au lieu de cela, elle posa la fausse lettre sur la table, à côté de son propre registre ouvert. Son esprit, l'esprit précis et ordonné, qui avait mémorisé les contes de sa tante et reconstruit l'histoire de Withercombe, se mit au travail. « Ce n'est pas ma lettre, dit-elle, la voix calme mais ferme. Elle prit une plume et pointa la contrefaçon. Premièrement, elle mentionne la vente du bois. L'étude forestière que j'ai terminée en juin, dont je vous ai envoyé une copie, montre que la forêt est composée presque entièrement de jeunes bouleaux et de pins pourris. Sa valeur en bois est négligeable, un fait que je connais bien. » Elle déplaça son doigt sur la page. « Deuxièmement, elle fait référence à l'argent que vous envoyez. Vous ne m'avez donné aucun argent depuis l'allocation initiale, dont la comptabilité se trouve dans ce registre. Vous m'avez donné des outils, qui sont répertoriés ici comme des actifs, pas comme des revenus. » Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. « Troisièmement, et c'est le plus important, l'écriture. » Elle montra le registre. « Ceci est mon écriture quand je travaille. Elle est plus rapide, plus fonctionnelle. La lettre est une imitation de mon écriture sociale, celle que j'utiliserai pour accepter une invitation à dîner. Je n'ai pas écrit une telle lettre depuis plus d'1 an. Un faussaire copierait l'écriture qu'il penserait la plus reconnaissable. Celle de ma vie passée, pas celle que j'utilise maintenant. » Elle le regarda directement, son regard inébranlable. « Cette lettre a été écrite par quelqu'un qui me connaît de nom, mais qui ne me connaît pas. Quelqu'un qui me voit comme la pupille de ma tante, pas comme l'intendante de Withercombe. » Elle n'avait offert aucune supplique, aucune défense émotionnelle. Elle avait présenté des preuves. Elle lui avait fait confiance pour être l'homme qu'elle pensait qu'il était. Un homme qui valorisait les faits par-dessus tout. Elle attendit. Les seuls sons étaient le crépitement du feu et le tic-tac d'une seule horloge fraîchement réparée sur le manteau. 1 seconde, 2, 3. Le regard de Gideon passa de la fausse lettre au registre ouvert, de son visage calme à ses mains stables. La glace dans ses yeux commença à se briser. Ce n'était pas de la pitié qui les remplissait, c'était une rage lente et naissante, dirigée non pas contre elle, mais contre la personne qui les avait si grossièrement mal jugés tous les deux. Il tendit la main et d'un doigt, poussa la fausse lettre au cœur du feu. Ils la regardèrent se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. « Qui ?» demanda-t-il. Ce seul mot n'était pas une accusation, c'était une promesse de châtiment. « Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. » Une scène brève et austère se déroula alors dans l'esprit de Gideon Lockhart. Il n'était pas à Withercombe, mais de retour à Londres, dans le bureau de son avocat. Un lieu de cuir frais et de bruissement sec de papier. Il se souvenait du moment où Percival Devo lui avait remis la lettre. Devo, tout en charme poli et en inquiétude feinte. « J'ai senti que c'était mon devoir, Lockhart, en tant qu'ami. J'ai entendu des rumeurs dans mon club. Un homme qui se vantait. Je ne pouvais pas vous laisser être la risée de tous. » Gideon, un homme qui n'avait pas d'amis, seulement des alliés et des ennemis, avait pris la lettre avec un visage de pierre. Son premier instinct avait été une fureur froide et familière. Il avait déjà été trahi. Sa défunte épouse, fragile et belle, avait été une créature aux surfaces exquises et aux dettes cachées. Une vie secrète qu'il n'avait découverte qu'après sa mort. Cette découverte avait cautérisé quelque chose en lui. Elle lui avait laissé une profonde méfiance envers le charme et une dépendance au tangible, au prouvable. Cette lettre, avec ses histoires d'amants secrets et de tromperies, ressemblait à un écho de cette vieille blessure. Pendant un moment, sur la route de Withercombe, il avait laissé le poison agir. Il avait imaginé Theodosia telle que sa famille la voyait, une opportuniste intelligente. Il s'était permis de croire que sa compétence n'était qu'une forme plus efficace de tromperie. Cette pensée avait été un éclat de glace dans ses entrailles. Mais ensuite, il l'avait vue. Il l'avait vue se tenir là, dans le hall qu'elle avait ramené d'entre les morts. La lumière du feu sur son visage simple et honnête. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait pas supplié. Elle avait disséqué le mensonge avec la précision calme d'un chirurgien. Elle avait fait confiance à son intellect, pas à son sentiment. Elle avait fait appel à la partie de lui qui était la plus réelle, sa croyance en la preuve. À cet instant, le dernier de son cynisme né du deuil s'était brisé. Ce n'était pas seulement qu'il la croyait, c'était qu'il voyait avec une clarté aveuglante qu'elle était la seule personne au monde qui ne pourrait jamais, jamais le trahir de cette manière. Sa nature était aussi vraie que le grain de la table en chêne à côté de laquelle elle se tenait. Et la colère qu'il ressentait envers le faussaire
était la colère pure et juste d'un homme dont le principe le plus cher avait été violé et dont la personne la plus précieuse avait été menacée. De retour dans le grand hall de Withercombe, les dernières cendres s'envolèrent dans la cheminée. L'attention de Gideon revint au présent. Il savait avec une certitude absolue qui était derrière tout ça. L'inquiétude mielleuse de Percival DeVoe, le venin de Lady Beaumont. Cela avait l'odeur de leur cruauté sociale désespérée. « DeVoe, dit-il, le nom une pierre plate et dure. Et votre tante » Théodosia hocha lentement la tête. Elle s'en était doutée. « Monsieur DeVoe fait la cour à ma cousine. Ma tante croit que mon arrangement ici est un obstacle à une union avec votre famille. Il n'y a pas d'union avec ma famille, déclara Gideon, les mots d'un jugement final. Il n'y en a jamais eu. Il regarda autour de lui dans le hall, les sols propres et le feu chaleureux. Ceci est réel. Ce qu'ils font ne l'est pas. Il fit un pas vers elle, son ombre tombant sur le registre. Ils voulaient briser la confiance entre nous. Ils ont échoué. Maintenant, ils feront face aux conséquences. Mais cela doit être fait correctement, publiquement. Leur attaque était un commérage public. Votre justification doit être un fait public. L'occasion ne tarda pas à se présenter. 2 semaines plus tard, des invitations furent envoyées pour l'assemblée d'automne annuelle de la Société agricole de Marley. Une grande affaire tenue à l'hôtel de ville. C'était le point culminant de la saison sociale. Traditionnellement, les Lockhart étaient des mécènes. On attendait de Gideon non seulement qu'il y assiste, mais qu'il remette le prix du domaine ayant connu la plus grande amélioration. Lady Beaumont, apprenant que Gideon serait présent, vit sa chance de porter le coup de grâce. Elle s'arrangea pour se faire placer, ainsi que Percival DeVoe, au comité des prix, leur assurant une place sur l'estrade. Son plan était simple et vicieux. Elle utiliserait ce forum public pour accuser formellement Théodosia de vol. Elle cimenterait ainsi sa réputation de paria déshonorée et ouvrirait la voie à Felicity. L'arme de cette attaque était un petit médaillon en argent, un héritage de la famille Beaumont. Il appartenait à Felicity et avait disparu des mois auparavant. En réalité, Théodosia avait réparé son fermoir cassé à la demande de sa tante juste avant de partir pour Withercombe. Dans la hâte et la colère de son départ, il avait été oublié. Théodosia l'avait rangé avec ses fournitures de couture, ayant l'intention de le renvoyer par la poste. Mais le tumulte de sa nouvelle vie avait chassé cette affaire triviale de son esprit. Maintenant, Lady Beaumont prétendrait qu'il avait été volé. L'homme de DeVoe avait été envoyé à Withercombe sous un faux prétexte. Pendant que Théodosia était occupée, il s'était glissé dans sa chambre et avait trouvé le médaillon, le plaçant là pour une découverte ultérieure et plus dramatique. Le soir de l'assemblée, Théodosia arriva avec Gideon. Sa seule présence fut un choc. Son entrée au bras de Gideon Lockhart, l'homme qu'elle était censée avoir trompé, provoqua une vague de chuchotements dans la salle bondée. Elle portait sa plus belle robe, la simple laine grise. Mais Hannah avait insisté pour ajouter un col de dentelle fine, une pièce que Théodosia elle-même avait sauvée et raccommodée des réserves de lin en décomposition de Withercombe. Elle n'était pas à la mode, mais digne, posée. Ils prirent leur siège près de l'avant. Depuis l'estrade, Lady Beaumont lui lança un regard de pur triomphe. Elle croyait que Théodosia tombait dans un piège. Elle ne réalisait pas qu'elle était l'appât. La soirée se déroula avec des discours ennuyeux et des prix mineurs. Finally, le moment arriva. Le chef de la société, Sir Thomas Yardley, invita Gideon Lockhart sur scène pour présenter le dernier prix, le plus prestigieux. Mais avant que Gideon ne puisse parler, Lady Beaumont se leva. « Sir Thomas, Monsieur Lockhart, cher membre, » commença-t-elle, la voix tremblante d'une émotion fabriquée. Avant de continuer, une affaire des plus affligeantes a été portée à mon attention. Une affaire de crime. Un silence tomba sur la salle. Un précieux héritage familial, un médaillon appartenant à ma chère fille, Felicity, a été volé de notre maison il y a des mois. Nous venons tout juste de découvrir le coupable. Le médaillon a été trouvé dissimulé en la possession de ma malheureuse nièce, Mademoiselle Théodosia Severn. Tous les yeux se tournèrent vers Théodosia. Elle restait parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux. Elle sentait l'immobilité de Gideon à côté d'elle, un mur de soutien silencieux. Percival s'avança, tenant le médaillon pour que tous le voient. « Il a été trouvé dans sa chambre à Withercombe », annonça-t-il d'une voix sonore. « Une triste affaire, une chute en disgrâce. »
Lady Beaumont livra la dernière ligne venimeuse. Il semble que ses talents s'étendent au-delà de l'agriculture, jusqu'au vol ordinaire. L'accusation flottait dans l'air, épaisse et laide. C'était l'humiliation publique qu'ils avaient prévue. Au fond de la salle, Felicity avait l'air pâle et angoissée. C'était plus réel, plus cruel qu'elle ne l'avait imaginé. Theodosia se leva lentement de sa chaise. Elle ne s'adressa pas à sa tante. Elle parla à Sir Thomas Yardley, sa voix claire et calme, portant jusqu'à chaque coin de la salle silencieuse. « Sir Thomas, puis-je voir le médaillon, s'il vous plaît ?» Devo, un sourire narquois aux lèvres, le lui apporta. Elle le prit, le tenant dans la paume de sa main. Elle ne regarda pas la face en argent, mais le minuscule et complexe fermoir. « C'est en effet le médaillon de ma cousine, » dit-elle. Puis elle leva les yeux, son regard balayant le comité, le public, et enfin sa tante. « Je ne l'ai pas volé. Je l'ai réparé. » D'une petite bourse à sa taille, elle sortit une petite pochette en cuir. Elle en sortit une aiguille et une bobine de fil d'argent incroyablement fin. Le fermoir était cassé. Lady Beaumont m'a demandé de le réparer au printemps dernier. Le maillon nécessitait un point à double boucle utilisant ce filament spécifique, car l'argent d'origine était trop fragile pour supporter la chaleur. La réparation est presque invisible. Elle le tendit à Sir Thomas. Mais si vous regardez de près, juste ici, vous la verrez. C'est mon travail. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas le déni d'une voleuse acculée. C'était le témoignage précis d'une artisane qualifiée. Avant que Lady Beaumont ne puisse bredouiller une réponse, Gideon se déplaça au centre de la scène. Il ne tenait ni médaillon, ni aiguille. Il tenait 2 morceaux de papier. « Nous parlons de preuves ce soir, » dit-il, sa voix un ordre silencieux qui fit taire toute la salle. « Alors, considérons-les toutes. » Il leva la fausse lettre. « Voici une lettre que j'ai reçue, prétendument de Mademoiselle Severn, décrivant un plan pour m'escroquer. C'est un faux. » Il leva le second papier. « Et voici un rapport d'un expert en écriture de Londres qui atteste que, bien que le style imite celui de Mademoiselle Severn, la pression et le débit d'encre sont compatibles avec la main de M. Percival Devo. Des échantillons de son écriture ont été facilement obtenus de son carnet de Paris au club. » Le visage de Devo devint blanc comme un linge. Gideon n'avait pas fini. L'expert a également analysé le papier et l'encre. Il les a retracés jusqu'à un papetier de Londres, où M. Devo est un client fréquent. Un papetier, devrais-je ajouter, à qui M. Devo doit une somme considérable. Une des nombreuses dettes qu'il a accumulées. Un fait qui explique peut-être son besoin désespéré de s'attirer les faveurs et de discréditer une femme honnête. L'édifice de mensonges s'effondra en poussière. L'humiliation était absolue, publique et irréfutable. Lady Beaumont semble répétisseur, son visage un masque d'incrédulité et d'horreur. Devo se tenait figé, exposé comme un tricheur, un faussaire et un débiteur. Puis un petit sanglot étranglé vint du fond de la salle. Felicity, le visage strié de larmes, se fraya un chemin vers l'avant. « Elle l'a bien réparé », murmura-t-elle, regardant sa mère avec des yeux terrifiés et accusateurs. « Je te l'ai donné, maman, pour que tu le lui rendes. Tu m'as dit que tu t'en occuperais. C'était la dernière pierre de l'avalanche. La sœur superficielle et rachetable avait, dans sa faiblesse, dit la vérité. » Lady Beaumont fixa sa fille, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son en sorte. La société de Marley, qui avait été si prompte à condamner, se retourna maintenant contre elle avec le jugement silencieux et vicieux des justes. Sa position sociale n'était pas seulement brisée, elle était anéantie. Gideon regarda Theodosia. Son visage était calme, mais il vit l'immense tension qu'elle avait subie. Il se tourna de nouveau vers le public. Le prix du domaine ayant connu la plus grande amélioration, annonça-t-il, sa voix résonnant d'autorité, est décerné à Mademoiselle Theodosia Severn de Withercombe, pour avoir transformé une ruine en une ressource, pour avoir démontré que l'intégrité est l'atout le plus précieux de tous, et pour nous avoir rappelé que la vérité, lorsqu'elle est patiemment cultivée, portera toujours ses fruits. La salle éclata en applaudissements. Ce n'était pas un applaudissement poli. C'était un rugissement d'approbation, une vague de justification qui submergea Theodosia, nettoyant la tache des mensonges. Elle se tenait droite, sa dignité tranquille son bouclier et sa couronne. L'homme en qui elle avait appris à avoir confiance se tenait à ses côtés. Non pas comme son sauveur, mais comme son témoin et son partenaire. Ils quittèrent l'assemblée peu de temps après,
laissant les débris des vies de Lady Beaumont et de Percival Devo aux autres. Le trajet de retour à Withercombe fut silencieux. L'air était chargé de toutes les choses qui n'avaient pas été dites. La lune était haute et brillante, projetant sur le paysage des ombres et de l'argent. Gideon arrêta les chevaux, non pas à la porte d'entrée, mais à l'ancien portail principal rouillé. Il aida Théodosia à descendre de la voiture, sa main s'attardant sur la sienne un instant de plus que nécessaire. Il se tenait devant le portail, le blason corrodé des Lockhart une tache sombre sur la ferronnerie. La nuit était calme, l'air vif et pur. « La devise de ma famille est factis non verbis », dit Gideon, la voix basse. « Des actes, pas des mots. J'ai essayé de vivre selon ce principe, mais parfois les mots sont nécessaires. » Il se tourna pour lui faire face. Le clair de lune adoucissait les lignes dures de son visage, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Quand je vous ai donné Withercombe, je vous ai dit que c'était une transaction. Ce n'était pas toute la vérité. C'était un acte de désespoir. J'étais un homme vivant dans une maison de fantômes, y compris le mien. J'ai vu en vous une stabilité, une réalité. J'ai pensé qu'en vous donnant une ruine à réparer, peut-être qu'une partie de moi pourrait aussi être réparée. » Il regarda son visage, puis la maison sur la colline, où des lumières chaudes brillaient maintenant aux fenêtres. « Mais j'avais tort. Vous n'étiez pas la solution à mon problème. Vous étiez l'architecte de votre propre succès. Vous n'avez pas réparé ce qui était cassé. Vous avez construit quelque chose de nouveau, quelque chose qui est entièrement à vous. » Il prit ses mains dans les siennes. Elles étaient fraîches, mais il les tenait fermement. « Je ne vous ai pas sauvé, Théodosia. Je pense qu'en fin de compte, c'est vous qui m'avez sauvé. » Il posa un genou à terre. Sur le sol boueux, devant le portail brisé de ses ancêtres, Gideon Lockhart s'agenouilla. Ce n'était pas le geste d'un conquérant, mais d'un suppliant. La vie que vous avez construite ici, la chaleur, l'honnêteté, le but. Je souhaite en faire partie. Je ne vous offre pas mon nom ou ma fortune. Je demande à partager la vôtre, à être votre partenaire dans les champs, dans la maison, et pour toutes les années à venir. Je vous demande, dit-il, la voix épaisse d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher, si vous voulez bien m'épouser, simplement en tant qu'égal. Théodosia baissa les yeux sur lui. Cet homme puissant et réservé, maintenant à genoux non par faiblesse, mais par une force de sentiment qui reflétait la sienne. Son cœur, qu'elle avait si longtemps protégé, se sentait plein à craquer. Elle pensa aux pièces froides de la maison de sa tante, à la servitude silencieuse, aux longues nuits solitaires. Et elle pensa à cet homme qui l'avait vu quand personne d'autre ne l'avait fait, qui l'avait apprécié pour son esprit et son travail, qui avait cru en sa vérité. Oui, dit-elle. Le mot était calme, mais il portait le poids de toute sa vie, l'aboutissement de son endurance et le début de son choix. Elle se pencha et toucha son visage. Oui, ensemble. Il se releva, et dans le clair de lune silencieux de Withercombe, il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion, mais de reconnaissance, le sceau silencieux et certain d'un pacte conclu non pas avec des mots, mais avec des actes. 2 ans plus tard, le portail de Withercombe se tenait solide et droit sur de nouvelles charnières. Sa ferronnerie était peinte d'un noir simple et élégant. Le blason rouillé et arrogant de la famille Lockhart avait disparu. À sa place, un artisan de Marley avait forgé une simple enseigne sans fioriture qui disait, en lettres claires et nettes, Withercombe. Ce n'était pas son nom. Ce n'était pas son nom à elle. C'était le nom du lieu lui-même, un témoignage de ce qu'il était devenu. Le domaine était prospère. Les pommes Withercombe Russet du verger maintenant florissant produisaient un cidre recherché dans 3 comtés. Les fermes des tenanciers étaient toutes occupées. Leurs cottages étaient réparés avec des briques de Withercombe. Leur famille payait leur loyer non seulement en pièces, mais en loyauté. L'aile ouest de la maison était encore une ruine partielle, un doux rappel de là où ils avaient commencé. Mais son toit était maintenant en ardoise et solide, protégeant la bibliothèque et le bureau du domaine en pleine expansion à l'intérieur. À l'intérieur, la maison était remplie de lumière et de vie. Les couloirs, autrefois des tombes de poussière et de silence, résonnaient maintenant des bruits d'une maisonnée au travail et en paix. Hannah, le visage toujours sévère, mais la désapprobation ayant fondu de ses yeux depuis longtemps, régnait sur ses cuisines, d'une main de fer et d'une main généreuse. Dans le salon orienté au sud, Théodosia était assise, non pas avec une aiguille à repriser,
mais avec une plume, concevant la rotation des cultures pour l'année suivante. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres propres, tombant sur le bois poli de la table. Un petit chien endormi, un errant qu'elle avait trouvé et nommé Jasper, était enroulé à ses pieds. La porte s'ouvrit et Gideon entra. Il n'était plus l'homme de granit qu'elle avait rencontré. La dureté s'était adoucie dans ses yeux, remplacée par une chaleur calme et constante. Il portait une petite tasse en étain cabossé, une de celles qu'elle avait trouvées dans les cuisines abandonnées le premier jour. C'était devenu un symbole privé entre eux, un rappel des humbles débuts. Elle était maintenant remplie des premières violettes sauvages du printemps. Il posa la tasse sur la table à côté de ses papiers. « Pour l'intendante, dit-il, ses lèvres s'étirant en un rare petit sourire. Elle leva les yeux vers lui, son amour pour lui une flamme calme et constante. L'intendante est occupée. Le maître de maison devra s'en occuper. Il rit, un son bas et chaleureux qui était encore une merveille pour elle. Le maître de maison n'est qu'un consultant. Il s'en remet à l'architecte pour toutes les questions de beauté. Il se pencha et l'embrassa, un geste familier et confortable de profonde affection. Elle pensa un instant fugace au toast que sa tante avait porté il y a si longtemps. Une bulle fragile de faux sentiments. Ce qu'elle avait ici avec Gideon, dans cette maison ramenée à la vie, n'était pas un toast. Ce n'était pas fragile. C'était solide. C'était réel. C'était le poids de sa main sur son épaule, l'odeur des violettes dans la tasse cabossée, la vue de leur nom partagé sur le registre et la vérité simple et profonde de l'enseigne sur le portail. C'était son foyer. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.